Bonjour et bienvenue donc dans ce premier épisode d'une série que j'ai intitulée Le français tel qu'on l'écrit, où on étudiera des extraits assez courts de textes. Donc aujourd'hui, pour cette première fois, j'ai choisi l'Incipit, donc le tout début du roman, un roman de Julien Gracq, sorti en 1958, qui s'appelle Un balcon en forêt, qui est un ouvrage que j'aime énormément. Et donc je vais commencer déjà en lisant ce texte. Ensuite, on fera une analyse sur les mots qui peuvent être un peu compliqués à prononcer et une analyse plus grammaticale sur les temps et enfin sur le sens, parce que le texte est assez compliqué à comprendre, notamment à cause d'un vocabulaire qui est très précis, très détaillé. Ok, on commence tout de suite, donc je commence par lire le texte. Depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l'aspirant-grange que la laideur du monde se dissipait. Il s'aperçut qu'il n'y avait plus en vue une seule maison. Le train, qui suivait la rivière lente, s'était enfoncé d'abord en de médiocres épaulements de collines couverts de fougères et d'ajoncs. Puis, à chaque coude de la rivière, la vallée s'était creusée, pendant que le ferraillement du train dans la solitude rebondissait contre les falaises et qu'un vent cru, déjà coupant dans la fin d'après-midi d'automne, lui lavait le visage quand il passait la tête par la portière. La voie changeait de rive capricieusement, passait la Meuse sur des ponts de poutrage de fer, s'enfonçait par instants dans un bref tunnel à travers le col d'un méandre. Quand la vallée reparaissait, toute étincelante de tremble sous la lumière dorée, chaque fois la gorge s'était approfondie entre ces deux rideaux de forêt, chaque fois la Meuse semblait plus lente et plus sombre, comme si elle eût coulé sur un lit de feuilles pourries. Bien, on commence tout de suite par voir quelques problèmes qu'il pourrait y avoir sur la prononciation des mots. Alors, j'ai souligné d'abord ce avait, simplement pour vous rappeler, peut-être que vous le savez, le AI, de façon standard, classique et scolaire, doit se prononcer est, hein, est ouvert, donc l'équivalent du E avec accent grave, mais ça peut aussi se prononcer et, un et fermé. Moi, j'ai tendance, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment je l'ai lu là, mais j'ai tendance à faire un et assez fermé. Donc là, c'est pour vous dire, c'est un peu comme vous préférez, comme ce qui vous semble le plus naturel. J'ai souligné faubourg simplement pour faire remarquer que ici, alors le S c'est un S final du pluriel, donc ne se prononce jamais, et le G avant ne se prononce pas non plus, hein, donc on a bien faubourg. Le troisième mot c'est vu, hein, simplement là aussi ça peut un peu déranger si jamais on voit ce mot, mais on a un E à la fin sans accent, donc il est complètement muet, il reste VU, vu, pas de problème particulier. Ensuite, ajon, même chose, on a le S du pluriel. Et le C, un C très souvent à la fin d'un mot ne se prononce pas. Il y a quelques exceptions évidemment, mais ici, ne se prononce pas ajon. Ferraillement, je l'avais souligné uniquement pour bien vous rappeler le I 2L qui fait le son IE. Donc on va avoir le son A, ensuite IE, ferraillement. Automne, c'est simplement, là, il y a une petite. C'est peut-être le seul mot qui réagit comme ça. On a un M suivi d'un N, mais en fait, le M ne s'entend pas. Ok, le M disparaît complètement. On n'a pas un son nasal ici parce qu'on a un E ensuite, un E final. Donc on a automne, mais le M donc ne s'entend pas du tout. Ensuite, j'avais souligné voix. C'est un peu la même chose que vu. Ici, on a trois voyelles à la suite, mais on a le E à la fin sans accent qui est donc muet. Il nous reste E, O, I qui fait le son wa. Ça, comme vous devez le savoir, donc voix. Changer, là, c'est l'histoire avec le E. Là, ce E qui peut paraître un peu étrange, mais ce E ne sert qu'à modifier le son. Sans le E, on aurait changé. Et donc ici, on va garder le son changer parce qu'à l'infinitif, on a déjà changé. Donc on rajoute ce E. Donc même chose, on a trois voyelles à la suite, mais en fait, le E n'a pas le rôle, ne crée aucun nouveau son. Ensuite, on a faire, là aussi, normalement en ER à la fin d'un mot,
particulièrement dans les verbes, par exemple, ça va faire le son « et », hein, on vous dit de ne pas prononcer le « r ». Ici, c'est un peu une exception, on va dire « faire », c'est un peu la même chose que « hier », par exemple, ou « hiver », où là, on va prononcer le « r » et faire un « e » ouvert. Donc « faire ». Bref, ici, là aussi, pour faire remarquer qu'on prononce ce F, le F, parfois on le prononce, parfois on ne le prononce pas, un peu compliqué à savoir. Ici, on le prononce. Tunnel, même chose, on va prononcer le L. Col aussi, le L, c'est pas forcément évident de savoir quand est-ce qu'on prononce, quand est-ce qu'on ne prononce pas. Mais ici, avec un O, généralement OL à la fin, c'est assez rare, et on va le prononcer. Et enfin, dernière chose, là, dans la dernière phrase, on a ce E, U, accent circonflexe T. On reviendra après pour savoir ce que c'est exactement. Simplement, en termes de prononciation, on va le prononcer comme le participe passé de avoir. Et en fait, c'est avoir, vous comprendrez par la suite. Le participe passé de avoir, c'est U aussi, EU. Alors normalement, EU, ça fait le son E, hein, classiquement dans tous les mots. À chaque fois que vous avez EU, vous êtes sûr d'avoir le son E, comme dans heureux, par exemple, qui est le même son E que dans je, par exemple, moi, je. Et la seule exception à ça, c'est le participe passé de avoir, on a EU, mais ça se prononce U, comme s'il y avait vraiment que la lettre U. Ici, c'est la même chose, c'est une autre forme de avoir, mais on va aussi prononcer U. Ok, ça c'était pour la prononciation. On passe voir une petite analyse sur les temps. Qu'est-ce qu'il y a comme temps ici? Alors c'est un récit, donc assez classiquement, on va avoir de l'imparfait. Hein, l'imparfait pour la description dans le passé. Typiquement ici, la description, ça peut aussi servir pour l'habitude dans le passé. Ça, vous devez aussi le savoir. Ici, on le reconnaît très bien parce qu'on a ce AIT à la fin. Tout ça, c'est que des imparfaits. Ici, on a donc le changé. Ici, on a bien le E qu'on est obligé de remettre pour conserver le son je. Hein, ici, on a de même, dans la même logique, sans fond C, on est obligé de rajouter une cédille pour conserver le son se. Hein, de l'infinitif en fond C, ER à la fin. Ici, on veut conserver le son se. Comme on a un A, normalement, on devrait dire en fond K, donc on rajoute la cédille. Ok. C'est un récit au passé, donc on va utiliser évidemment aussi du passé simple. Hein. Il y en a un seul passé simple ici. Pourquoi c'est assez simple à comprendre? C'est que c'est plutôt une description. Donc on va se servir plutôt de l'imparfait de la description. Et ici, le passé simple, ça va être le temps utilisé pour l'action. Hein. À l'oral, on utilise spontanément le passé composé, plus à l'oral. À l'écrit, ça va être le passé simple. Ici, vous ne connaissez peut-être pas les conjugaisons du passé simple, ce n'est pas très important, il suffit juste de reconnaître que c'est un passé simple. Hein. On reconnaît le verbe apercevoir, ça c'est pas forcément très compliqué. Et cette terminaison, on peut deviner que c'est du passé simple. On remarque encore une fois la cédille pour conserver le son apercevoir. Et voilà, pas de passé composé, évidemment, dans un récit, je vous l'ai dit, c'est surtout du passé simple. On va avoir aussi pas mal de plus que parfait, hein, le passé dans le passé pour exprimer quelque chose qui est déjà passé. Donc avec un auxiliaire, avoir ou être, ici on a les deux possibilités, qu'on met à l'imparfait, et le participe passé. Bon, ça j'imagine que vous connaissez déjà ce temps, pas très compliqué à utiliser. On a un participe présent, ici, coupant, hein, du verbe couper. Même chose, bon, j'ai pas grand chose à en dire. Et enfin, quelque chose aussi plus intéressant, justement pour revenir à ce U là, on a ce U coulé, c'est ce qu'on appelle du subjonctif plus que parfait. Alors ça, a priori, vous ne connaissez pas vraiment parce que c'est un temps qui existe, tout comme le subjonctif imparfait, mais qui n'est plus vraiment utilisé. À l'oral, on ne l'utilise plus du tout. Et à l'écrit, on peut le retrouver de façon assez rare, c'est un peu plus soutenu, peut-être un peu plus poétique. Ici, U coulé, de nos jours, on utiliserait en fait du plus que parfait, comme si elle avait coulé. Hein, c'est pour exprimer l'hypothèse, un peu l'impossibilité. Donc de nos jours, à l'oral surtout, on dirait comme si elle avait coulé. Le temps plus juste, historiquement plus juste, c'est du subjonctif plus que parfait. Donc ici, c'est
encore un auxiliaire, avoir, a au subjonctif imparfait et un participe passé. La même chose, ça ne sert à rien de connaître ces subjonctifs imparfaits plus que parfaits, qui peuvent être assez compliqués, mais ça peut être intéressant de reconnaître, par contre, de savoir que là, les subjonctifs, on les reconnaît bien avec l'accent circonflexe. Ils ont quasiment tous un accent circonflexe. Donc on reconnaît le subjonctif pour reconnaître l'hypothèse, disons. Ok, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le côté plus grammatical. On va passer maintenant plus au sens, au vocabulaire qui est assez complexe. Vous avez peut-être remarqué. Donc on va reprendre le texte en s'arrêtant à chaque fois sur les mots qui ont pu vous embêter. Donc, depuis que son train avait passé, les faubourgs. Faubourg, c'est les équivalents de la banlieue un peu, c'est-à-dire vous avez le cœur même de la ville, et ce qui est un peu plus à l'écart, on va s'appeler ça les faubourgs, et les fumées. Quand on fait chauffer quelque chose, il y a de la fumée qui sort. De Charleville, Charleville, vous voyez une majuscule, c'est simplement le nom d'une ville. On a d'ailleurs ville dans le nom de la ville. Donc depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l'aspirant Grange. Ça aussi, c'est un peu étrange peut-être. Alors Grange, il a une majuscule, c'est son nom en fait, c'est le nom du personnage, son nom de famille probablement, et aspirant, c'est un grade militaire. Donc il semblait à notre personnage, à l'aspirant Grange, que la laideur c'est ce qui est laid, ce qui est moche. C'est le nom pour ce qui n'est pas beau, ce qui est moche. La laideur du monde se dissipait, disparaître. Okay, petit à petit, le caractère moche du monde disparaît, il n'existe plus. Il s'aperçut qu'il n'y avait plus en vue une seule maison, qu'on ne voyait plus une seule maison, on ne voyait plus de maison. Le train qui suivait la rivière lente s'était enfoncé, c'est-à-dire entré dans quelque chose, enfoncé d'abord, avant tout, en de médiocres épaulements. Alors ce en, très souvent, quand on le rencontre en français, on peut le traduire par le in anglais, par exemple, cette idée de dedans. Effectivement, en français, on a un peu deux mots, on a ce en et ce dans. Généralement, le en est un peu plus figuratif et le dans est vraiment pour dire dans, à l'intérieur de quelque chose. Ici, c'est un cas où, à l'oral, de façon un peu courante, on dirait dans. Là, c'est vraiment l'idée de dans. On peut utiliser en à la place de dans, en fait. C'est le même sens, c'est juste plus soutenu et plus poétique. Donc, le train s'est enfoncé dans des épaulements. Épaulement, on reconnaît le terme d'épaule. Ici, ça va être pour désigner la forme des collines. Collines, des petites montagnes. De médiocres, ça veut dire qu'ils sont assez bas, plus bas que la moyenne. Donc, ces collines, ces petites montagnes, ces épaulements, donc, ils sont couverts. Dessus, il y a des fougères et ajoncs. Ce sont des plantes, des fougères et des ajoncs. Vous pourrez regarder, si vous ne connaissez pas le mot dans votre langue, ce que ça signifie. Puis, ensuite, après, c'est là aussi très... Dans un texte littéraire, on voit beaucoup ce puis. À chaque coude, alors le coude, normalement, c'est ça, mais ici, on a vraiment l'image, à chaque coude de la rivière qui serpente, à chaque coude de la rivière, la vallée s'était creusée. La vallée, c'est ce qu'il y a entre deux montagnes. On a la vallée, là où il y a souvent le cours d'eau. Et donc, ça se creuse au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus bas. Pendant que le ferraillement du train, ferraillement, on reconnaît fer, le matériau. Donc, le ferraillement du train, ça va être le bruit que fait le train avec tout ce fer. Le ferraillement du train. Encore une fois, assez poétique dans tout ce texte. Pendant que le ferraillement du train, dans la solitude, le fait d'être seul, rebondissait contre les falaises. Donc les falaises, c'est comme les murs, ce sont des murs de roche, en fait. C'est le fait qu'on a d'un coup de la roche et que ça tombe à pic. Donc ce mur-là, on appelle ça des falaises. Donc le ferraillement du train, le bruit du train rebondissait entre les falaises. Et qu'un vent cru, alors cru, normalement, c'est on l'utilise de façon courante
pour dire quelque chose qui n'a pas été cuit, il est cru. Hein, c'est le caractère de ce qui n'a pas été cuit. Ici, un vent cru, c'est pour marquer un vent brut, un vent un peu froid, on le comprend comme ça. Un vent cru, déjà coupant, hein, ça c'est le vent, il coupe déjà, donc couper, on a aussi l'idée qu'il est froid. Dans la fin d'après-midi d'automne, donc on comprend qu'on est en automne, à la fin de l'après-midi, donc le vent il est déjà froid, ça annonce l'hiver en fait, on comprend un peu ça comme ça. Donc ce vent, lui laver le visage, hein, là aussi on a l'image, quand on se lave le visage habituellement plutôt avec de l'eau, ici on a le vent qui fait un peu les mêmes sensations. Encore une fois, c'est assez poétique. Donc un vent cru, déjà coupant dans la fin d'après-midi d'automne, lui laver le visage quand il passait la tête par la portière. La portière, la porte du train, il passe la tête dehors, il a ce vent qui lui lave le visage. La voie, c'est là où se trouve le train, changer de rive capricieusement. La rive, c'est ce qu'il y a autour d'un fleuve. On a rive, ça c'est connu à Paris, rive droite et rive gauche. Hein, l'expression est connue. Donc la voie, là où est le train, change de rive. Capricieusement, qui fait des caprices, très souvent, c'est par exemple les enfants, on dit qu'ils font des caprices, c'est-à-dire ils vont avoir une idée ou ils veulent quelque chose de façon un peu arbitraire ou subjective sans raisonnement derrière. Donc capricieusement, on ne comprend pas pourquoi. La voie change de rive. Passer la Meuse, là, vous avez majuscule, la Meuse c'est le nom du fleuve. On est ici dans l'est de la France. Donc passer la Meuse sur des ponts de poutrage de fer. Poutrage, on reconnaît poutres. Hein, les poutres, ce sont les éléments en bois ou en fer pour tenir des édifices, des ponts, ou alors un toit aussi. Il y a des poutres en bois pour faire un toit, le toit d'une maison. Donc sur des ponts de poutrage de fer, s'enfoncer, hein, c'est toujours le train, là, s'enfoncer, donc entrer dans, là, on l'a déjà vu tout à l'heure, par instant, par moment assez court, dans un bref tunnel, donc dans un tunnel, bref, ça veut dire court, donc dans un petit tunnel, ici, à travers le col d'un méandre. Les méandres, donc c'est le fait comme la rivière tourne beaucoup, à chaque nœud, on va dire qu'elle fait des méandres, c'est le terme. Ensuite, quand la vallée reparaissait, c'est un terme, un verbe qui ne s'utilise pas trop à l'oral, c'est l'équivalent de réapparaître, apparaître de nouveau. Hein. C'est un peu plus poétique, un peu plus joli d'utiliser ce verbe. Donc quand la vallée réapparaissait, toute étincelante, hein, étincelante ça vient de étincelle, quand vous allumez une mèche, une chose, le fait que le feu fasse comme des petites étoiles, ok, ça c'est les étincelles, donc c'est pour dire que ça brille, finalement, on peut le traduire ça comme ça. La vallée toute étincelante qui brillait de tremble, le tremble c'est aussi une plante, un petit arbre, sous la lumière dorée, hein, la lumière donc du soleil probablement, doré c'est la couleur or, donc sous cette lumière couleur or, à chaque fois la gorge, donc la gorge c'est ça, mais ici on comprend que c'est la gorge où se trouve le fleuve. La gorge s'était approfondie, était devenue plus profonde entre ces deux rideaux de forêt, hein, parce que le fleuve avance dans la forêt, donc on a comme des rideaux. Le rideau, c'est ce qu'on a au théâtre, qui s'ouvre et qui se ferme. Ici, le fait d'avoir la forêt de chaque côté, c'est fait comme un rideau. Donc entre ces deux rideaux de forêt, chaque fois la Meuse, le fleuve, donc, semblait plus lente et plus sombre, comme si elle eût coulé. Hein, donc là, on reprend c'est l'équivalent comme si elle avait coulé, hein, donc comparaison, sur un lit, comme vous pouvez à peu près comprendre comme le lit dans la chambre, un lit fait de feuilles, les feuilles des arbres pourries. Hein, quelque chose qu'on laisse, une matière organique qu'on laisse va avoir tendance à pourrir. Donc ici, on a une image très organique de ce lit de feuilles pourries. Ok, j'espère que c'est un peu plus clair
à présent qu'on a fait cette petite analyse, et donc j'aimerais à présent relire une dernière fois ce texte avant de finir cette vidéo, que maintenant vous avez, j'espère, un peu mieux compris de quoi il s'agit, que vous pouvez un peu plus apprécier ce texte. Donc, dernière relecture. Depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l'aspirant-grange que la laideur du monde se dissipait. Il s'aperçut qu'il n'y avait plus en vue une seule maison. Le train, qui suivait la rivière lente, s'était enfoncé d'abord en de médiocres épaulements de collines couverts de fougères et d'ajoncs. Puis, à chaque coude de la rivière, la vallée s'était creusée, pendant que les ferraillements du train dans la solitude rebondissaient contre les falaises, et qu'un vent cru, déjà coupant dans la fin d'après-midi d'automne, lui lavait le visage quand il passait la tête par la portière. La voie changeait de rive capricieusement, passait la Meuse sur des ponts de poutrage de fer, s'enfonçait par instants dans un bref tunnel à travers le col d'un méandre. Quand la vallée reparaissait, toute étincelante de tremble sous la lumière dorée, chaque fois la gorge s'était approfondie entre ces deux rideaux de forêt. Chaque fois la Meuse semblait plus lente et plus sombre, comme si elle eût coulé sur un lit de feuilles pourries.